Voilà, on est de retour en studio, de retour Wilfried Galland, et finalement on va continuer à te parler de ce qu'on fait de notre argent d'une certaine manière, voilà, après l'immobilier. Non mais alors c'est intéressant parce que Laurent Vimont, donc patron de Century 21, qui constate quand même que notamment sur l'investissement locatif dans l'ancien, hein, c'est-à-dire pas les gens qui cherchent une défiscalisation, des gens qui décident d'acheter de la pierre, et non pas pour eux mais pour l'avenir. Et pour lui, il y a quand même un vase communicant avec les secousses boursières de l'année 2020. C'est-à-dire un tas de gens, en plus, c'est assez souvent plus de 60 ans, qui se sont dit, non, là, c'est trop compliqué. Trop rapide, trop violent, trop... Voilà, exactement. c'est pas pour moi. Exactement. C'est comme les grands 8, à un moment donné, on sait qu'on a passé l'âge. Exactement. Et ça te semble pertinent, Wilfried ? Je pense qu'il y a un certain nombre d'investisseurs particuliers. Nous on s'intéresse aux investisseurs institutionnels. Mais pour les investisseurs particuliers, les mouvements de cette année ont été non seulement violents, mais d'une rapidité extraordinaire. Et c'est vrai que pour certains qui ont pris, effectivement, peut-être pas nécessairement exactement les bonnes décisions au bon moment, c'était un peu trop violent. Vous appelez ça les portes de saloon, je crois. C'était les portes de saloon, voilà. C'est ça, exactement. C'est quand tu te la prends dans la figure. Mais là, ça a été tellement rapide. Enfin, on a connu à la fois la chute la plus rapide, la remontée la plus rapide et le mois de novembre le plus exceptionnel de l'histoire. Ouais. À un moment donné, ça fait beaucoup. Et je me souviens qu'on s'était parlé ce jour, le 9 novembre de l'année dernière, où le vaccin de Pfizer avait été annoncé. Et on s'était dit, de toute façon, il est déjà trop tard. Ouais, c'est ça. Il est déjà trop tard pour investir parce qu'on a déjà fait plus 9% ou 10% ou 30% sur certaines valeurs. On s'était parlé à 15h, l'annonce avait eu lieu à 13h et Air France était déjà à plus 40. Exactement. Donc effectivement, pour certaines catégories d'investisseurs, cette violence... C'est super frustrant en fait. C'est-à-dire, non mais j'imagine, si j'avais été, je le suis plus, mais si j'avais été investi, effectivement, investi en action, vous vous prenez toute la paume, vous savez jamais trop, hein, cette fameuse phrase, quand est-ce que je ramasse le couteau, il est en train de tomber, voilà, vous savez jamais trop quand vendre, finalement vous décidez de vendre, et au moment du redémarrage, vous êtes pris de vitesse, c'est hyper frustrant. Mais je pense que même pour les professionnels, c'est quand même très compliqué. Hein. C'est pour ça qu'en fait, on dit toujours que la qualité de la performance que vous faites à la fin, c'est le socle de votre allocation d'actifs que vous avez fait au début, c'est-à-dire votre allocation stratégique. Après, effectivement, vous pouvez faire des mouvements, vous pouvez essayer d'aller chercher un petit peu plus de performance en analysant les mouvements qui se passent. Mais si vous ratez sur votre socle d'investissement long, ce sur quoi vous êtes vraiment investi sur le long terme, à la fois en termes de typologie de valeur et de mode d'investissement, c'est extrêmement difficile de faire du vrai trading, en particulier pour un... Tiens, ce qui nous amène au Bitcoin. Voilà. Parce que, je ne sais pas ce que tu vas me dire, ce que tu en penses, ça y est, ça s'est enfin stabilisé. Moi, depuis le début, alors en plus, ils sont sur les réseaux sociaux très actifs, les bitcoiners, là, les Bitcoin Fine Boys. J'ai toujours considéré que c'était un grand casino. Bon, voilà, on peut jouer, hein, vous pouvez acheter un ticket de casino, il n'y a absolument aucun problème. Pour moi, ce n'est pas un investissement. Ça y est, c'est un investissement, Wilfried ? Alors, je pense que c'est une sorte de... quelque chose un peu hybride, une sorte de nouvelle matière première. Une sorte de matière première numérique qui est fondée sur l'idée même de matière première, qui est l'idée de rareté. C'est le fait de dire, vous achetez quelque chose qui est fondé sur la rareté, et cette rareté vous permet d'avoir accès à une espèce de réserve de valeur. C'est pas une monnaie, hein. C'est-à-dire qu'une monnaie, c'est un instrument de transaction, une monnaie, c'est une facilité de paiement qu'on n'a pas aujourd'hui. Une matière première, elle repose sur quelque chose. Elle a un sous-jacent. L'or, à la fin des fins, ça sert à quelque chose. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une espèce de matière première un peu hybride, nouvelle génération, mais effectivement, on ne peut pas la comparer ni à l'or, et encore moins au cuivre, au zinc, au platine, au palladium, pour lequel on a une véritable utilité. Là, en fait, il s'agit de cette espèce de conjonction un peu magique, pour beaucoup en tout cas, de la technologie, la finance, et puis la rareté. Donc on met tout ça ensemble et on a quelque chose qui est assez explosif, en particulier depuis que la finance l'année dernière s'en est quand même largement emparée. Je rappelle qu'on avait en 2019 20 millions de transactions de dollars de transactions par jour sur le marché futur du Bitcoin. L'année dernière, on en a eu 200 millions. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que la finance a créé plein de produits autour. Ouais. Et à partir de ce moment-là, vous créez des produits, vous créez de la demande et vous remontez. Largement. Là aussi, il faut rester relatif. Ouais. Je ne sais pas si... Tiens, peut-être que tu as ça. Je crois qu'aujourd'hui, l'encours général de Bitcoin, c'est un truc dont on va parler, à peu près la valorisation de Tesla. C'est à peu près 600 milliards, donc oui, ça doit être à peu près... c'est ça. C'est à peu près 600 milliards. C'est à peu près 100 milliards. Bon, c'est significatif, hein, mais enfin, sur l'ensemble des marchés que tu adresses, Wilfried, ça reste tout à fait. Une goutte d'eau. Mais la question qui se pose aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant de quand même se pencher sur la question, c'est qu'en 2018, lors du dernier crack du Bitcoin,
ceux qui ont été rincés, ce sont les particuliers. Et donc, les autorités financières et monétaires, c'est pas très grave. Si des particuliers jouent et perdent, c'est pas très grave. Là, on commence à avoir Goldman Sachs, des hedge funds qui sont assez lourdement investis en Bitcoin. Je regardais ce matin, lors des 2 derniers trimestres, on a $1 milliard net qui se sont investis dans des produits financiers sur le Bitcoin. $1 milliard par trimestre. C'est effectivement faible par rapport à la masse globale des investissements, mais on commence à avoir une certaine mécanique financière, et on sait très bien que quand on commence à avoir des mécaniques financières dans le bilan des banques autour d'un certain nombre de choses, on fait attention. Et donc ça veut dire qu'il faut faire attention. À cet actif, parce qu'on peut créer un peu de déstabilisation. BlackRock, 8 000 milliards de dollars. Tout à fait. Voilà. Ils peuvent en prendre un petit milliard en Bitcoin. Mais je me souviens que quand on comparait l'encours général de dette de la Grèce à l'encours général de dette de la zone euro, on disait que c'était pas grave. Et on s'est rendu compte que même avec 2%, on commençait à avoir des gens qui commençaient à être un petit peu mal à l'aise parce qu'on ne sait jamais exactement quelle était la place dans le bilan. On ne sait jamais exactement. Parce que c'était la zone euro qui était en jeu. C'est vrai, tout à fait. Et là, ça prenait une grosse place dans le bilan. Et là, ça prenait une grosse place dans le bilan. Néanmoins, d'accord. À partir du moment où on commence à créer des produits financiers autour... Il achète du Bitcoin ou pas, Wilfried Galland? Moi, je considère que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Voilà. Et donc, comme c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, je considère que c'est quelque chose qu'on peut avoir dans son allocation d'actifs, matières premières, à titre de diversification. Continue, Alain, cette histoire mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un nouveau type de matière première. Mais ça ne veut pas dire qu'on met la majorité de son argent là-dessus. Et donc, les 600 milliards de Tesla, là, donc 750, 760% dans l'année. Alors, là aussi, c'est une conjonction finalement, c'est ça, Wilfried? Tu vas me dire un peu la même chose que pour le Bitcoin? D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que Tesla... Il y a le côté tech, quoi, qui... Exactement. Moi, j'ai appelé l'engouement autour de Tesla la peur de manquer le nouvel Apple. Fear of missing Apple. C'est pas fear of missing out, c'est fear of missing Apple. Ouais, c'est le fait de se dire... Quand on était en 2007-2008, tout le monde disait non mais de toute façon l'iPhone c'est bien gentil, il y a même pas la 3G à l'époque. Alors par rapport au BlackBerry et par rapport à Nokia, vous êtes gentil, mais c'est pas ça qui va quand même révolutionner le monde, en particulier les entreprises. Et on se retrouve 10 ans plus tard avec un monde qui a totalement changé, qui a totalement explosé. Et là, les investisseurs se disent pas avec moi. En plus, Elon Musk a cette capacité de raconter des histoires extraordinaires autour d'une industrie qui était une vieille industrie. Et dit avec moi, vous avez quelque chose de totalement nouveau. Vous avez de la tech, vous avez une réinvention de cette industrie-là. Et ça, c'est quelque chose que les investisseurs achètent énormément parce qu'on achète la réinvention. On achète le monde d'après. Là encore, les chiffres, donc 500 000 véhicules livrés en 2020. Alors, je n'ai pas les tout derniers chiffres de General Motors, mais ils doivent être autour de 10 millions. Quoi. Voilà, 8-10 millions. Non, il y a eu une belle baisse du marché, donc allez, on va dire 7-9 millions pour General Motors. Oui, voilà. Non, mais je comprends ce que tu dis. Et toute la différence, c'est qu'effectivement, on dit, est-ce qu'on achète la photo ou est-ce qu'on achète le film qui va venir? Ce qui me gêne dans cette histoire, Wilfried, c'est que tu compares avec Apple, et c'est très intéressant, l'iPhone, même si on n'y croyait pas, était une innovation de rupture. J'ai encore du mal à considérer qu'une Tesla est une innovation de rupture. En fait, la façon dont ce véhicule est conçu, il est conçu autour de la logique justement de l'amélioration permanente dématérialisée, ce qui est totalement nouveau par rapport à l'industrie automobile. Là, effectivement, il s'est construit comme une boîte de logiciels. Et c'est pour ça qu'à un moment, on se disait, Apple va racheter Tesla pour acheter Elon Musk. On a appris pendant ces... Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, Elon Musk a dit quelques jours avant le premier de l'an, je crois, qu'il avait essayé de joindre Tim Cook pour lui vendre Tesla et que Tim Cook n'avait même pas rappelé. Parce que Tim Cook est exceptionnel pour délivrer, mais par contre pour inventer, et il n'y a plus Steve Jobs. Et on se disait que le duo entre celui qui invente et celui qui délivre, ça pouvait être pas mal. Bon, l'histoire est passée, le train est passé. Et puis, je pense que cette histoire de Tim Cook, je crois qu'il va falloir relativiser ça. On disait ça il y a 10 ans, au moment de la mort de Steve Jobs. Moi-même, je me disais, tiens...
Et puis on se rend compte que quand même, il arrive à faire pivoter Apple vers les services de manière très spectaculaire. Voilà. C'est un pivot vers les services. C'est plus une invention. Phénoménal. C'est plus une invention de quelque chose qui change la vie. Bah oui, mais peut-être que mais il a changé son entreprise. Les services changent la vie parfois aussi, Wilfried. Vrai. Dernier point qui t'intéresse. Alors là, c'est ce que tu m'as écrit. Et donc, la Chine prend la place des États-Unis comme pivot des échanges mondiaux. En fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on avait déjà la Chine qui avait piloté ce fameux accord régional global, le Regional Economic Comprehensive Partnership, l'accord régional asiatique, où pour la première fois, on a dans le même accord commercial, ça c'était en octobre dernier, dans le même accord commercial, on a le Japon, la Corée et la Chine. Jamais ils ont été dans un accord commercial dans le monde, avec l'Asie du Sud-Est. Et donc là, ils ont remplacé les États-Unis qui avaient, avec le partenariat transpacifique, ils avaient créé ça. Et Donald Trump, la première décision qu'il a prise, c'est « je sors de ce partenariat ». Donc la Chine s'est positionnée autour en mettant en plus la Nouvelle-Zélande, l'Australie, donc des alliés traditionnels des États-Unis. Et là, avec le partenariat investissement, l'accord investissement européen, ils disent là aussi, vous avez des soucis avec votre partenaire américain qui vous impose de plus en plus de droits de douane et vous êtes un peu énervé. Moi, je vous propose quelque chose pour qu'on puisse échanger. Alors, ça reste petit. Tu ne crois pas que c'est... Alors, d'abord, c'est petit, puis purement ponctuel et conjoncturel. C'est-à-dire, Biden débarque, il va remettre les choses d'équerre, et les Japonais, les Australiens... Parce que la relation avec la Chine, elle est quand même pas... elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple pour les Japonais et pour les Australiens. En particulier pour les Australiens. En particulier pour les Australiens, exactement. Ils vont retourner assez légitimement vers le grand frère américain, non ? Ça leur permet d'avoir une alternative, en tout cas une alternative économique. Pas une alternative stratégique. Je suis absolument persuadé que l'alternative stratégique n'est pas là. En revanche, à partir du moment où vous créez, et on le voit très bien quand même dans l'histoire mondiale, quand vous créez des liens économiques qui sont forts, derrière, vous créez des systèmes d'alliance, vous créez des systèmes de réciprocité, la logique du don, l'économie du don. On a tous appris ça quelque part dans des... Tu crois que Xi Jinping dans cette logique de réciprocité, il n'y a qu'à voir pour les vaccins. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est discutable, non ? C'est quand même son grand truc, non ? Oui, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je donne quelque chose, mais j'attends quelque chose en retour, de toute façon. Et donc, si je donne quelque chose, ce n'est jamais gratuit. Donc, si je suis là pour dire je vous ouvre la porte pour mes investissements, ça veut dire aussi que vous allez m'aider dans un certain nombre de choses. Ça a toujours été pour les Chinois, ça a toujours été comme ça. Bon, on va en reparler avec André Le Scrug-Pietri qui va te suivre et qui connaît très bien la Chine. Tu dis, oui, juste toute petite dernière question, mais il nous reste à peine 40 secondes, donc peut-être qu'on en reparlera. La question de l'annulation de la dette Covid en Europe, c'est une question qui va prendre de l'ampleur, ça, ou c'est un débat académique qui ne sortira jamais de... Je pense que c'est un débat purement académique et les officiels de la BCE ont été quand même extrêmement clairs sur le fait qu'il fallait que ça s'arrête. Oui. Non pas que ça n'allait pas se faire, mais que de toute façon, il fallait que même les discussions s'arrêtent sur ce sujet-là, parce que ça allait déstabiliser, et ça risquait de déstabiliser le lien quand même qui est fort, mais qui peut être fragilisé entre le politique d'un côté et les banques centrales de l'autre. On n'en a pas besoin en ce moment, donc je pense que c'est un sujet qui va assez vite s'arrêter. Oui. Wilfried Galland, Montpensier Finance, on se revoit dans 3 semaines, avec Wilfried, avec un grand plaisir. On continue cette discussion avec André Le Scrug-Pietri.